Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 19 h, donc nous allons commencer notre conseil de quartier avec les courageux qui ont bravé les intempéries, le froid. Vous pouvez garder vos manteaux parce qu'il ne fait pas trop chaud dans les écoles en ce moment. Juste quelques mots. Je n'ai pas l'habitude de commencer les conseils de quartier, mais là il y a une information à vous communiquer qui est d'importance, puisque lors du dernier conseil d'arrondissement, l'avant-dernier maintenant d'ailleurs, lors de l'avant-dernier conseil d'arrondissement, j'ai proposé au vote des élus la modification de la charte de fonctionnement des conseils de quartier. Dans quel but? Pour donner plus d'importance aux citoyens pour que leur rôle soit accru. Par quels moyens? En confiant la présidence des conseils de quartier, à partir de dorénavant, au vice-président, à la vice-présidente, ce qui vous concerne, qui est élu dans le collège habitant du conseil de quartier. Vous savez que les membres des conseils de quartier sont tirés au sort, sauf les élus qui sont là désignés par moi-même à la proportionnelle des groupes. Les autres sont tirés au sort. Et nous avions décidé en 2014, sur ma proposition, qu'un vice-président élu par l'ensemble du conseil de quartier, mais dans le collège habitant, puisse assister en quelque sorte le président qui est un de mes adjoints, une adjointe en l'occurrence également. Ce système a bien fonctionné et puis on s'est dit que finalement, pourquoi ne pas se jeter dans le grand bain et faire en sorte que, comme ça existe dans certains arrondissements, pas tous, eh bien ce soit, et comme des propositions ont été faites d'ailleurs par d'autres groupes aussi, qu'un citoyen du collège habitant, en l'occurrence le vice-président, soit président des séances du conseil de quartier, qu'il préside bien sûr en binôme avec l'adjoint. L'adjoint reste présent, d'autant plus que c'est l'adjoint qui suit les projets, qui éventuellement propose des points à l'ordre du jour sur les propositions, les projets de la mairie de Paris ou de la mairie du 15e ou autre, qui sait ce qui se passe dans le quartier, bien sûr, par définition, et qui porte les projets. Donc voilà, c'est cette réforme qui est intervenue à l'avant-dernier conseil d'arrondissement et qui se met en place au fur et à mesure que les conseils de quartier se réunissent. Donc ici, c'est la première séance avec un changement de présidence, 2 séances, qui sera dorénavant la vice-présidente du collège citoyen. Voilà. Ici Françoise Lebeau, qui était vice-présidente depuis 2014, depuis la création des vice-présidents. Voilà, c'était cette information que je voulais vous donner quand même pour que vous le sachiez et qui permet sans doute une plus grande participation encore citoyenne, si je peux dire, à l'organisation et au fonctionnement de ces conseils de quartier. Et je lui passe aussitôt la présidence définitivement, si je peux dire. Merci. Bien, bonsoir à tous. Avant tout, je tenais à remercier Monsieur le maire Philippe Goujon et Madame Valérie Giovannucci pour leur confiance et le travail fructueux effectué en équipe depuis maintenant presque 1 an. Donc, merci à tous d'être venus pour ce conseil de votre quartier, Cambronne-Garibaldi, dont l'ordre du jour a été validé par les conseillers de quartier en réunion préparatoire. Ordre du jour en 3 points. Nous commencerons par évoquer les travaux de modernisation de la ligne 6. Puis nous ferons le point sur les travaux de réaménagement de la place Cambronne et de ses abords. Puis nous finirons par le budget participatif. Les équipes d'amitié n'ont malheureusement pas pu être présentes ce soir. Nous les réinviterons pour le prochain conseil de quartier. Et les personnes qui seraient intéressées pour avoir plus d'informations sont invitées à venir nous rejoindre à la fin de la réunion pour plus de renseignements. Donc, je voulais aussi vous préciser que vous avez la possibilité de poser des questions une fois que chaque intervenant a fait son exposé sur la thématique. Donc, je laisse dès à présent la parole à Madame Sylvie Pouget, qui n'est pas là. Donc, ça sera Madame... elle n'est pas encore arrivée. Donc, peut-être Madame Sandrine Serroir. C'est plutôt moi, Monsieur Flidel, voilà. qui vais commencer. Je suis désolé, on va se partager. Monsieur Frédéric... non, c'est Jean Flidel.
responsable de l'unité ayant en charge la maîtrise d'ouvrage des projets de systèmes d'exploitation ferroviaire et matériel roulant. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc effectivement, je suis responsable de la maîtrise d'ouvrage de grands projets à la RATP et en particulier du projet de modernisation de la ligne 6. Donc nous allons nous partager la présentation avec Sandrine Serroir qui est chef de projet de ce projet. Donc on peut commencer. Donc on va vous expliquer quelques grandes caractéristiques de cette ligne de métro. Pourquoi on modernise la ligne 6 ? Quel est son programme global? Quels sont les bénéfices attendus? Et quel est le planning de cette opération? Donc les caractéristiques de la ligne 6, c'est une ligne qui fait environ 14 km et qui a la caractéristique particulière d'être à 45% aérienne. Elle comporte 28 stations, dont 13 sont aériennes. C'est un tracé est-ouest en arc de cercle entre Nation et Charles de Gaulle Étoile, avec un atelier en milieu de ligne à Italie, et c'est donc une ligne assez particulière. Donc voilà quelques représentations de la ligne. Vous voyez des viaducs, voilà, des stations avec verrières. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous connaissez bien cette ligne. Les caractéristiques principales de la ligne 6. En 2017, c'est la 6e ligne du réseau parisien en termes de fréquentation, avec 114 millions de voyageurs annuels, ce qui fait environ 400 000 voyageurs par jour. En termes d'exploitation, le parc actuel de la ligne 13 est composé de 45 trains de type MP73, donc MP comme matériel pneu, 73 étant l'année où le marché a été signé, donc c'est un train qui est arrivé dans les années 80 sur cette ligne, des trains de 5 voitures. Donc 38 trains sont exploités à l'heure de pointe, un train est en réserve d'exploitation et 6 trains sont en réserve de maintenance, donc sont là pour assurer les réparations de façon à ce que l'exploitation soit assurée en permanence. En heure de pointe, l'intervalle est de 1 minute 50 secondes et on a donc 32 trains par heure et par direction. Alors maintenant, pourquoi moderniser la ligne 6 ? L'exploitation et la modernisation de la ligne 6, réalisée en partenariat avec Île-de-France Mobilité, notre autorité de tutelle, trouve son origine dans l'automatisation de la ligne 4 et la mise à disposition du matériel roulant MP89, donc matériel pneu 89, et pour permettre la réforme nécessaire des MP73 qui sont beaucoup plus anciens. Cette opération s'inscrit donc dans une démarche responsable en lien avec les enjeux économiques et de développement durable. Pour mémoire, on a donc, en conservant ce matériel roulant, réalisé un gain économique important de plusieurs centaines de millions d'euros par rapport à l'arrivée d'un nouveau train. En ce qui concerne la modernisation générale du métro, on va situer la ligne 6 dans son environnement général. Donc aujourd'hui, le métro est composé de 14 lignes, 9 lignes fer et 5 lignes pneus. On a entrepris depuis les années 2000 un important chantier de modernisation du métro. Aujourd'hui, on a 10 lignes modernisées ou en cours de modernisation. Et il reste donc 4 lignes à moderniser, dont la ligne 6, et ainsi que 3 lignes fer, les lignes 7, 8 et 10. Donc l'opération de modernisation de la ligne 6, dont on va vous parler maintenant, s'inscrit donc dans un programme global de modernisation de très grande ampleur. Pour mémoire, ce programme doit s'achever environ dans les années 2035. Donc on aura modernisé le réseau métro en presque un demi-siècle. Pas tout à fait. Donc quelques images. MP73. Voilà le MP89, donc matériel beaucoup plus moderne, avec notamment une intercirculation entre les voitures, ce qui devient maintenant la norme. Et vous pouvez constater également des assises beaucoup plus, enfin des circulations beaucoup plus simples, beaucoup plus de visibilité sur l'extérieur, donc beaucoup d'avantages dont on va parler un peu plus tard. Donc le programme de modernisation de la ligne 6, je te passe la parole là ou non? Oui.
Je vais faire celle-là. Donc, le programme de modernisation de la ligne 6 se décompose en 3 grosses parties. Premièrement, le MP89, qui est en provenance de la ligne 4, va devoir être modifié puisque on va lui enlever une voiture. Aujourd'hui, sur la ligne 4, les trains ont 6 voitures et vous savez que sur la ligne 6, les trains ont 5 voitures. Donc, il y a un chantier de modification de ces trains. On va profiter de ce chantier d'adaptation des trains pour changer la perception voyageur. Donc on va raviver le train, on va lui rajouter de la vidéoprotection donc pour améliorer la sûreté des voyageurs, et il y aura également des annonces sonores automatiques, notamment de l'arrivée des stations. Donc ça, c'est le matériel roulant lui-même. Pour accueillir ce matériel roulant sur la ligne, il faut des travaux d'adaptation des infrastructures qui sont liés d'une part à l'arrivée du train lui-même. Donc il faut qu'on mette au gabarit les quais notamment, renforcer les voies, créer un centre de dépannage des trains, adapter une machine à laver. Et puis, il y a un autre volet important qui est la modernisation des systèmes, donc, qui nécessite des travaux, par exemple la création de locaux en ligne pour accueillir des systèmes et des chemins de câbles pour passer des câbles. Le troisième volet est la modernisation des systèmes elles-mêmes, donc qui consiste en un gros programme de renouvellement de la signalisation ferroviaire, donc un gros programme de fiabilisation de ces installations, la mise en place d'un pilotage automatique numérique qui est maintenant la norme à la RATP. On l'a déjà fait sur plusieurs lignes de métro précédemment, donc c'est des choses qui apportent beaucoup de performance en plus. Et un système de conduite embarquée qui s'appelle Octis de type 2, et on maintient les conducteurs. Ce n'est pas une automatisation intégrale comme la ligne 4. Par ailleurs, et là, c'est de la modernisation pour l'exploitant. On va déployer sur cette ligne un poste de commande centralisé totalement moderne qui sera situé à Place d'Italie et qui pourra superviser la ligne avec des outils beaucoup plus modernes que ce qui existe aujourd'hui sur cette ligne. Donc les 3 projets sont inclus dans l'opération de modernisation de la ligne 6. Je passe la parole donc au chef de projet, Sandrine Serroir. Bonsoir à tous. Je vais vous parler maintenant des bénéfices attendus de cette modernisation. Donc, tout d'abord, pour la collectivité, le fait de modifier ce matériel roulant et d'apporter sur la ligne 6 le matériel roulant qui est actuellement sur la ligne 4 s'inscrit dans une démarche de développement durable. J'en ai parlé tout à l'heure. L'aspect économique est important puisque transférer les MP89 permet d'opter pour une réforme plutôt que d'opter pour une réforme anticipée de ce train et l'achat d'un nouveau matériel roulant. Donc il en a parlé. On a étudié au niveau du programme de modernisation les différents scénarios et ça permet d'économiser plusieurs centaines de millions d'euros. Le deuxième point, également une amélioration de la qualité de l'air et de réduction de la facture énergétique puisque ce nouveau matériel roulant permet de récupérer de l'énergie au freinage, ce qui n'est pas le cas du matériel actuel. Et donc on améliore la qualité de l'air par la diminution des particules qui sont émises au freinage sur les lignes de métro classiques et on réduit la facture énergétique puisque ça permet de récupérer l'énergie qui est produite au freinage pour la réutiliser dans la journée. Côté voyageurs, donc les perceptions qui vont se voir le plus rapidement, c'est l'amélioration de la régularité. Alors ça va être apporté sur la ligne grâce à plusieurs éléments. D'abord le MP89 qui est plus récent, plus performant, et également les systèmes qui seront plus fiables et plus disponibles. Donc l'ensemble de ces éléments va contribuer à la régularité de la ligne et en cas d'incident qui arrive parfois pour différentes raisons au cours de la journée, permettre de revenir plus rapidement à l'horaire. Le second point, c'est l'amélioration du confort, puisque les nouvelles rames sont plus spacieuses. Contrairement aux MP73, elles sont également d'un seul tenant. On a des intercirculations qui permettent de passer facilement d'une voiture à l'autre. Elles sont également plus lumineuses avec des plus grands espaces vitrés et le pilotage automatique sera plus souple, ce qui permettra d'éviter les à-coups qu'on peut percevoir actuellement sur la ligne 6. Le troisième point est l'amélioration de la perception voyageur, alors par différents éléments. L'ouverture automatique des portes, donc on n'aura plus les loquets qui existent actuellement. L'annonce sonore automatique en arrivée en station.
Et le ravivage intérieur des rames, vous verrez un peu plus tard, il y a une photo qui montre les assises qui vont être faites, le plafond et le pelliculage des portes intérieures. Et le dernier point est un accroissement attendu du niveau de la sûreté côté voyageurs grâce à l'installation de la vidéoprotection à bord des rames. Donc quelques photos, donc vous voyez ici le MP73 avec en correspondance le MP89, on voit bien l'intercirculation et la rame d'un seul tenant. Et actuellement les sièges du MP73 et côté ravivage intérieur, donc là vous voyez en grisé. Donc le grisé c'est les zones qui vont être faites, donc les assises des portes, le pelliculage et le plafond. Simplement ici le visuel n'est pas encore définitif parce qu'il est en cours de choix avec Île-de-France Mobilité. Il vous sera présenté plus tard quand il sera défini. Et donc la suite des bénéfices attendus, donc côté exploitant, l'exploitant disposera de matériel plus moderne, donc de meilleure fiabilité et avec une meilleure disponibilité. Les nouveaux systèmes vont également apporter une grosse amélioration avec les systèmes de pilotage et de supervision modernisés, donc plus performants. On a parlé de l'Octis Type 2 et du poste de commande et de contrôle centralisé. Et pour les mainteneurs également, une amélioration va venir du fait de réformer le MP73 en fin de vie qui actuellement est très consommateur en énergie de maintenance et de réaliser un important renouvellement patrimonial. Donc pour résumer les bénéfices attendus, on a tout d'abord la modernisation de l'exploitation, le traitement également de l'obsolescence des trains et des systèmes et tout ça au bénéfice d'une amélioration de la qualité de service. Et donc l'effet qui sera perceptible en fin de modernisation, outre le train lui-même, ce sera une meilleure régularité du service apporté aux voyageurs. Et ça, c'est un retour d'expérience des lignes qui sont déjà modernisées actuellement. On a pu constater une amélioration de la qualité de service. Donc quelques photos, ça pourrait illustrer. Là, vous avez un poste de commande de contrôle centralisé. Actuellement, c'est celui de la ligne 5. Donc celui de la ligne 6 sera d'une disposition analogue. Vous avez la visualisation de la ligne et les opérateurs qui gèrent à la fois et la ligne et les terminus. Ça, c'est une illustration de tout ce qui ne se voit pas au quotidien mais qui est nécessaire au niveau des locaux techniques. Donc on a beaucoup de kilomètres de câbles, de fils à l'intérieur des postes de signalisation et le long de la ligne. Et maintenant, je vais vous donner quelques éléments de planning. Donc, vous voyez que le planning de modernisation s'étend sur de nombreuses années. Donc, on commence à partir de 2018. Là, les travaux ont débuté depuis le début de cette année et vont se poursuivre jusqu'en 2024. Alors, comment sont-ils répartis? D'abord, on a de 2018 à 2023 la préparation et le renforcement des voies, donc les infrastructures qui sont sur toute la ligne. Ensuite, l'adaptation des infrastructures avec notamment la création des locaux techniques, enfin, tout ce dont Jean Flétel vous a parlé tout à l'heure, pour arriver en 2021 à l'arrivée des premières rames, qui va se poursuivre jusqu'à 2024. Et en parallèle du déploiement de ces rames, on aura l'installation et la mise en service progressive de tous les nouveaux systèmes de pilotage et de supervision, pour aboutir à fin 2024 à une ligne modernisée. Et donc plus concrètement, les prochains travaux qui vont avoir lieu sur la ligne, on va commencer à partir de décembre 2019 par des rescindements partiels de quais dans certaines stations. Alors la cause de ces travaux, c'est que les nouveaux trains MP89 sont un petit peu plus larges que les MP73. Alors il n'y a pas beaucoup, il y a quelques centimètres, mais qui rendent nécessaire de couper les quais aux endroits qui sont actuellement trop larges et qui ne respectent pas le gabarit du futur train. Donc toute la phase d'étude a permis de déterminer exactement les endroits à rescinder, le nombre de centimètres. Donc on va couper entre 1 et 5 cm suivant les zones. Les prochaines stations qui vont être concernées vont être Birakem et la Motte Piquet-Grenelle entre décembre et février. Alors on a à peu près une trentaine de nuits par station, avec une pause de travaux entre le 21 décembre et le 6 janvier. Et ensuite, on va passer à la partie qui concerne Duplex, Cambronne et Sèvres-le-Courbe entre le mois de mars et le mois de juillet 2019. Et ensuite, on va passer aux autres stations de la ligne qui vont être dans le 13e et dans le 12e. On a à peu près 14 stations qui sont concernées sur la ligne. Donc on est tout à fait conscient que ces travaux vont apporter des nuisances sonores puisque rescinder les quais va faire du bruit effectivement.
On est contraint de faire ces travaux de nuit pour ne pas interrompre le trafic, puisque c'est des travaux qui se font depuis la plateforme des voies, et donc il est indispensable de les faire la nuit sous peine de couper complètement la circulation. Néanmoins, donc on est tout à fait conscient des désagréments que ça peut causer, et on a demandé aux entreprises de faire tout ce qui est nécessaire pour réduire au maximum les nuisances sonores. Et vous recevrez au moment des zones, des durées concernées, donc des périodes concernées, chaque riverain aura un courrier spécifique pour prévenir de la zone et des nuits qui seront en travaux. Et le deuxième point que vous verrez aussi plus quotidiennement sur la ligne, c'est qu'on va commencer la période de rénovation et de construction des locaux techniques. Donc on va également commencer à Duplex et Sèvres-le-Courbe. Donc vous verrez, enfin là ce sera assez discret comme travaux, c'est soit dans des couloirs, soit dans des parties cachées, mais vous verrez sans doute des emprises de chantier, donc ce sera le début de la création des locaux techniques. Et donc ces travaux vont se dérouler de 2019 jusqu'à fin 2020. Et donc tout ça pour aboutir en fin de période à une ligne 6 en situation cible avec un train plus moderne, avec des infrastructures qui seront renouvelées ou renforcées et équipées de systèmes qui sont plus performants et plus fiables et qui vous permettront d'avoir une meilleure régularité du trafic. Après, je ne sais pas comme vous voulez procéder, oui. Soit on fait les deux présentations et les questions à la fin. Donc je vais passer la parole à Frédéric Legare qui va vous parler de la partie rénovation du viaduc. Merci, bonsoir messieurs, dames. Je me lève parce que je suis un petit peu en bout de table et j'aimerais bien que tout le monde me voie, ça serait plus sympathique. Donc effectivement, la RATP, je conduis les projets de rénovation des ouvrages d'art qui, pour le coup, sur la ligne 6, datent de 1905 ou 1907. S'ils sont encore là aujourd'hui, c'est parce que la RATP s'en occupe très bien, les rénove à peu près tous les 40 ans, les repeint et refait surtout l'étanchéité. Hein. Comme l'a dit ma collègue Sandrine, la ligne 6 comporte à peu près 6 km d'ouvrages aériens, hein, ce qu'on appelle typiquement les viaducs. Alors, je vais prendre ma souris quand même. Ces viaducs nécessitent beaucoup d'entretien, comme vous l'avez vu peut-être en 2014, puisqu'on avait commencé dans ce secteur en 2014 un tronçon entre Sèvres-le-Courbe et Cambronne. Hein. On avait eu déjà une grosse série de travaux, une première phase de travaux qui en fait correspondait à un tiers du travail à effectuer. Il nous reste 2 tiers à faire, c'est-à-dire le prolongement entre Cambronne et jusqu'à la station Passy. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est ce que nous avions fait en 2014. Un atelier de peinture en jaune, j'ai du mal là, voilà, c'est là, où là on a complètement refait la peinture anti-rouille de l'ouvrage et une belle peinture neuve. Et nous avions fait dans la partie verte ce qu'on appelle l'étanchéité. L'étanchéité, c'est un petit peu le toit du viaduc. Tous les 40 ans, on doit refaire le toit du viaduc pour le protéger tout simplement de l'eau. Hein. Là, vous avez une vue de Bir Hakeim, c'était en 2014. On a retiré toute la voie ferrée et c'est justement il y avait une couche qui avait été mise dans les années 70, hein, une couche bitumineuse qui servait d'étanchéité ou plutôt à canaliser aussi l'eau vers les gouttières, si je peux dire. Les chéneaux pour les spécialistes. Et cette couche-là n'existe plus. Au bout de 40 ans, elle n'existe plus. Donc la RATP, tous les 40 ans, revient pour refaire une couche d'étanchéité. Alors aujourd'hui, on a des produits un peu plus performants, sous forme de résine plastique, que l'on vient appliquer pour recréer ce qu'on appelle l'étanchéité. Donc comme vous le voyez, pour faire une étanchéité, il faut retirer toute la voie ferrée. Alors déjà, il faut interrompre le trafic. Donc ça va être l'objet des 2 dernières phases de travaux des viaducs de la 6, en 2019 et en 2020, où nous allons, comme on l'a fait en 2014, eh bien, retirer, voilà, on va retirer la voie, on va retirer tout ce qu'il y a sur la plateforme des voies. Nous allons traiter les maçonneries des voûtins qui sont un petit peu dégradées, ou nous allons retraiter toute la métallerie du viaduc qui elle-même a été dégradée par l'eau. Et puis, voilà, quelques images de dégradation, hein, si vous vous baladez aujourd'hui sous le viaduc, hein, au niveau du marché par exemple, vous pourrez voir ce genre de choses. Hein, des dégradations aussi bien sur les parties métalliques, sur les rivets,
ou sur les voûtins qui ont été faits en briquettes. Le risque étant que si on ne fait rien, évidemment, à terme, c'est la ruine de l'ouvrage. Hein. Les briques vont tomber, les rivets ou les têtes de rivets vont exploser par la rouille, et on n'aura plus de garantie de sécurité de l'ouvrage. Voilà. Alors, ça c'était 2014. Ce qu'on va faire à partir du printemps l'année prochaine, 2019, on va continuer ce cycle de peinture. Vous voyez, alors là on passe en 2019. C'est-à-dire que je fais des petits retours en arrière comme ça pour vous montrer que la partie jaune va se prolonger entre Cambronne et Duplex. La partie jaune, c'est la peinture, l'atelier de peinture. Et la partie verte, qui est l'étanchéité, va pour le coup se faire entre Pasteur et Cambronne. Et puis le chantier va continuer comme ça jusqu'en 2020, automne 2020, pour, voilà, les 3 zones seront faites, les 3 phases, vous serez tranquille pour quelques dizaines d'années. Oui, c'est dommage que ça tombe sur moi, oui, effectivement. Bon, ceci dit, ça reste néanmoins des projets intéressants à piloter. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'aura pas le temps, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail de toutes les emprises de chantier qui vont être nécessaires, mais pour ceux qui ont connu 2014 ou qui sont très voisins de la ligne 6 dans votre quartier, on crée, j'avoue, j'en suis conscient, pas mal de nuisances. Alors, la première des nuisances, c'est qu'il faut qu'on évacue tous les parkings qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que les parkings publics de la ville de Paris ou les parkings de la SAMES, pour les résidents qui ont des parkings, à la SAMES, il faut les évacuer. Il faut retirer les véhicules parce qu'on ne peut pas à la fois faire des travaux au-dessus et garder des véhicules en dessous, c'est pas possible. Alors, pour ceux ou celles qui ont des voitures, qui ont des abonnements à la SAMES vous proposera dans d'autres parkings aux alentours des places de disponibles, évidemment. L'autre impact sur ces travaux, c'est que, comme en 2014, il va falloir déménager, peut-être un petit peu plus que ce qu'on a vécu en 2014, le marché de Grenelle, parce que c'est pareil, je ne peux pas faire les travaux si j'ai un marché commerçant qui est en dessous. Ça serait beaucoup trop dangereux. En 2014, on l'avait déménagé 3 mois. Là, on est sur un peu plus que 3 mois. Mais bon, on travaille, à la demande de Monsieur le maire, on travaille pour essayer de diminuer les impacts du temps de déménagement du marché de Grenelle. Bon. J'ai bon espoir et je vous tiendrai au courant de la suite des études que j'ai lancées il y a très peu de temps. Bon, ceci dit, le marché ne s'en va pas, il sera déménagé comme en 2014 de toute façon, pour une période que je vais minimiser, mais en 2014 il avait été tout simplement mis en face sur le trottoir d'en face et surtout sur l'avenue de la Motte Piquet, pendant 3 mois. Alors, pour l'exploitation, comme je vous l'ai dit, il y a 2 interruptions de trafic, juillet-août 2019, juillet-août 2020. Ça, c'est pour faire les étanchéités. Pareil que 2014. On va fonctionner, la ligne 6 va fonctionner en 2 boucles. Une boucle qui ira de Trocadéro jusqu'à Charles de Gaulle, et puis une grande boucle qui fera Montparnasse Nation. Et entre les deux, à l'endroit de l'interruption, on a prévu de mettre en place un service de bus RATP qui assurera la continuité du service. Avec un certain nombre d'arrêts de bus à chaque station, bien sûr. D'arrêts de bus. Avec une petite amélioration par rapport à 2014 pour ceux qui prenaient le bus. C'est qu'en 2014, on n'avait pas pu faire un terminus à Pasteur. C'est-à-dire que nos bus ne pouvaient pas aller jusqu'à Pasteur. Il y avait les travaux de la CPCU qui nous empêchaient de le faire. Normalement, en 2019, ça ne devrait pas arriver. Donc, on aura bien une continuité du service sur la ligne 6 de bus. Voilà, ça c'est l'itinéraire prévu pour juillet-août prochain en termes de service de bus avec
les temps de parcours, les fréquences et le premier départ. Comme en 2014, toujours pareil, on va avoir besoin de base vie, ce sont des gros travaux. J'attends à peu près 400 ouvriers tous les jours en juillet et en août pour faire les opérations à la fois de peinture et d'étanchéité. Il est clair que ces gens-là doivent avoir une base vie et on va j'irai mettre cette base vie, la grosse base vie sera mise à place du Panama. Alors je ne sais pas si la place du Panama fait partie de votre quartier. Oui, d'accord. Ok. Donc il y a une base vie qui va arriver dans votre quartier d'ici le mois de février. Février, c'est demain, quasiment. Alors j'essaie de la limiter à un R+1, c'est-à-dire pas plus de 2 niveaux. C'est moins perturbant pour les riverains qui habitent sur la place. Quand on a un R+2, R+3, ça commence à boucher la vue des riverains et c'est pas très sympa. J'ai besoin d'autres bases vie à d'autres emplacements qui sont encore en cours de négociation. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Je ne connais pas les emplacements, mais bon. Sachez qu'il y a une grosse base vie place Panama qui va arriver. Sinon, comme en 2014, il est clair que on crée pas mal de nuisances de circulation routière parce que entre l'ajout de bus qui ne sont pas là d'habitude dans le boulevard de Renelle, la limitation des voies de circulation parce que le marché, s'il est déplacé, prend une voie de circulation, entre les emprises qui sont nécessaires pour mettre les grosses rues qui vont me permettre d'assurer la logistique, tout ça fait que ça limite un petit peu la circulation. Plutôt ça crée quelques bouchons, on en est conscient. Mais bon, c'est pour ça qu'on choisit aussi la période de juillet-août, c'est pour faire des travaux alors qu'il y a moins de circulation et il y a aussi moins de voyageurs à transporter. Alors, bien sûr, il y aura un plan de communication, comme tout projet RATP. Alors, on a beaucoup déjà travaillé avec Monsieur le maire sur le sujet. On sait qu'on doit encore s'améliorer sur la communication, donc on va tâcher d'y travailler. Et, il y aura même quelques sujets où il y aura des plans de communication communs avec mes confrères parce qu'on a quelques travaux qui se percutent un petit peu. Donc il y aura des boîtages dans les lettres, j'espère, qui arriveront pour vous prévenir un petit peu de tous les désagréments. Mais sachez qu'on essaye de les limiter au maximum, mais c'est pas toujours très facile. En tout cas, le chantier viaduc n'a pas prévu de travailler la nuit de toute façon. On ne travaille que la journée. Si vous commencez à nous voir travailler la nuit, c'est qu'on est en retard. Donc ça, c'est plutôt après le 15 août. Ça pourrait nous arriver. Bon, planning, je vous en ai déjà parlé, grosso modo. C'est une opération qui court sur 1 an et demi, donc de mars 2019, donc dans 3 mois on attaque, avec des travaux de peinture, installation d'une base vie, et puis on va avoir les deux coupures d'été 2019 et 2020. Je pense que c'est tout pour ma part. Voilà, bon, j'ai quelques photos, mais c'est juste pour vous illustrer en cas de questions, pour expliquer parfois, mais voilà. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Oui. Attendez, on va vous donner un micro. Oui. Automne 2020, bon. J'ai quelques toutes petites questions. La première, c'est que si j'ai bien compris, l'étanchéité entre Sèvres-le-Courbe et Cambronne va être faite parce que moi je passe souvent sous le viaduc et je reçois des trompes d'eau permanentes. Oui. Je fais du gymkhana pour essayer d'éviter, mais c'est vraiment assez féroce. Alors, et je crois que vous l'avez dit. J'ai eu la même réflexion, la même question au conseil de quartier la semaine dernière. Ah oui, pardon. J'ai eu exactement la même question la semaine dernière. Alors effectivement, pour le coup, je suis en train de chercher la bonne diapo. Non, mais je crois que vous l'avez. Voilà. Alors en 2019, vous voyez la partie verte qui est là, c'est effectivement là où vous faites du gymkhana, madame. Oui. Et donc ça sera traité.
en 2019. Très bien, merci. Donc voilà. Donc si en septembre ça marche pas, vous faites encore du gymkhana, vous m'appelez. Non, je hurle. Je fais pas du gymkhana. Merci. Vous m'appelez. Ma deuxième question, vous avez parlé d'un service de remplacement de bus. Mais pour les gens qui n'ont pas de carte Navigo, il faudra donner un ticket de bus plus un ticket de métro pour reprendre la ligne 6 à Montparnasse ou ailleurs. Je ne sais pas. Ça, c'est une excellente question. Je ne m'étais pas préparé à la réponse. C'est gratuit, les dernières mais je pense que c'est totalement gratuit, oui. Les gens qui viennent de Charles de Gaulle et qui veulent aller à Montparnasse, ils prennent nos bus, c'est le même ticket. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de composter, si je puis dire, dans nos bus. Hein, c'est le même ticket. Pour les gens qui sont en intra, c'est-à-dire dans la boucle des bus, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas besoin de valider quoi que ce soit. Oui. Je suis arrivé un tout petit peu en retard et je m'en excuse auprès de tout le monde. Parlez bien dans le micro, madame, on vous entend mal. Alors j'étais en train de m'excuser auprès de tout le monde d'avoir été un petit peu en retard et donc j'ai peut-être manqué quelque chose. Il n'y aura pas de vitres permettant l'accès aux rames comme dans la 14 ou la 1, je crois, maintenant. Vous ne mettrez pas des panneaux de vitres pour... Non, madame. Bon. Je peux répondre sous contrôle de mes collègues. Il n'y a pas de ce qu'on appelle des porte-palières. Voilà, c'est ça, voilà, les porte-palières. Voilà. Non, la ligne 6 n'est pas automatisée, j'irais. Donc, elle ne va pas subir elle ne va pas être comme la ligne 1 ou la ligne 14. Hein, donc, il n'y a pas de porte-palière de prévu. Alors j'ai une dernière question qui pour moi est extrêmement importante. On nous dit tout le temps de prendre tous les transports en commun, de ne pas se déplacer autrement, etc. Je regrette, Paris vieillit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à marcher, qui ont des cannes. Dans le métro, il y a des escaliers partout. Donc, est-ce qu'il est question un jour de mettre des escalators? Parce que le bus, c'est pareil. D'ailleurs, je pense que je vous ai peut-être écrit à ce sujet, monsieur le maire, je ne sais pas, je ne sais plus. Dans le bus, il y avait des places prioritaires qui ont été enlevées pour mettre une deuxième place pour des fauteuils roulants. Je n'ai jamais vu 2 fauteuils roulants ensemble dans le même bus. Jamais. Simplement, quand je prends le bus maintenant, je suis extrêmement souvent debout, car tout le monde est plongé dans son iPhone, personne ne lève le nez et personne ne vous donne sa place et il n'y a pratiquement plus de place prioritaire pour les personnes âgées. Donc est-ce que vous avez pensé, c'est très bien tout ça, tout ce que vous avez dit, mais pour accéder au train, il faut prendre des escaliers et quand on a un certain âge, c'est pas facile, croyez-moi. Voilà. Bonsoir, je vais répondre, excusez-moi également de mon petit retard tout à l'heure, donc j'ai pas eu la chance d'écouter mes collègues. Donc je suis Sylvie Pouget, responsable du développement territorial à l'agence de Paris, et généralement je suis le point de contact vis-à-vis des élus et des grands riverains pour tout ce qui concerne la RATP. Donc j'ai très régulièrement cette question sur l'accessibilité que l'on peut avoir. Donc à la RATP, nous menons maintenant, en lien justement bien entendu avec le financement d'Île-de-France Mobilité, nous menons une campagne de mécanisation très importante sur un certain nombre de stations. Par contre, il y a d'une part des contraintes techniques qui ne nous permettront jamais de toute façon de pouvoir mettre des escaliers mécaniques partout, tout simplement par rapport à tout simplement, il faut mettre une cage à ce moment-là par rapport à des contraintes que nous avons également en termes de génie civil, de structure même, qui pourraient de toute façon poser de graves problèmes de structure par rapport à nos stations. Il faut aussi savoir qu'il y a de la réglementation, notamment depuis l'incendie du tunnel du Mont Blanc, où en fait, si nous avons 2-3 stations, ça c'est la réglementation qui ne sont pas accessibles, il faudrait, si demain on mettait ces lignes en accessibilité, les lignes de métro en accessibilité, il faudrait prévoir des points refuges à ce moment-là qui permettent de pouvoir accueillir. Alors, quand on parle d'accessibilité, généralement, on pense en effet à l'accessibilité par rapport à la mobilité en tant que telle. Par contre, il y a d'autres handicaps et d'autres difficultés sur lesquelles la RATP travaille depuis très longtemps avec les associations, que ce soit d'autres types de handicaps visuels, sonores que l'on peut avoir. Par ailleurs, il y a également un grand projet qui est mis en place l'année prochaine avec les mairies d'arrondissement, la ville de Paris et Île-de-France Mobilité. Il s'agit cette fois-ci des lignes de bus
il y a un très grand projet, plus de 50 lignes de bus qui sont modifiées, restructurées également, et notamment sur des prolongements. Je pense à la ligne 30 par exemple, chez vous dans le 15e arrondissement. Mais vous avez également d'autres lignes également de bus également qui sont aussi créées, développées, et elles ont un objectif, ces lignes, elles vont compléter, elles vont suivre les lignes de métro existantes. Par exemple, la ligne 6. Si vous prenez la ligne 6 et vous voulez aller jusqu'à Nation, demain, vous avez la ligne 64 qui va être créée et qui vous fait aller de Nation, et même la 64 remonte même plus haut jusqu'au nord de Paris. Vous avez la ligne 20, par exemple, qui va également prolonger la ligne 11. Et puis, par ailleurs, ce qui nous semble tout à fait raisonnable et sensé, c'est tout ce qu'il s'agit de modification, de modernisation de lignes de métro, comme la ligne 11 par exemple, qui est prolongée jusqu'à Rosny, ou bien sûr la ligne 14 qui est prolongée le pont Cardinet, qui monte ou qui descend à ce moment-là sur Maison Blanche. Toutes ces lignes de métro avec des nouvelles stations sont mises en accessibilité parce qu'elles ont un lien avec le tramway. Voilà, j'étais un petit peu longue là-dessus, je suis désolée. Attendez, excusez-nous. Je veux juste rebondir sur ce que dit Madame. Je sais que l'accessibilité, les ascenseurs, c'est difficile. Vous savez ce qui se passe dans les gares allemandes? On prend 30 cm sur l'escalier, on met un tapis roulant, et quand vous posez votre valise dessus en allant à la gare, le tapis s'élance et vous n'avez pas à porter les valises le long des escaliers. Je ne pense pas que ce genre de modification soit très coûteux ou demande des modifications de structure essentielles. Je suis ingénieur, je pense que ça peut également se faire. Pourquoi ne pas s'inspirer de cette expérience allemande? Oui. Très bien. Le maire va intervenir. Oui. Madame Pouget sait que je suis en total désaccord avec elle sur ce sujet, avec la RATP en général, parce qu'il y a des lois dans ce pays dont s'exonèrent certaines entreprises publiques ou même privées à la limite, ou certaines administrations. Bon, à ce moment-là, il ne faut pas faire de loi. Quand on fait une loi qui exige pour tous de prévoir une accessibilité, les commerçants, l'accessibilité est obligatoire. Ça va prendre un certain temps. Les cabinets médicaux, je ne sais quoi, ces gens-là protestent, etc. Ils doivent investir des milliers d'euros chacun sur leur compte. Et là, on a une entreprise, service de tous, la RATP, qui s'exonère de par la loi d'ailleurs de cette obligation, alors que c'est peut-être là que c'est le plus important, parce que vous contribuez à l'isolement de ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Excusez-moi, bon, le bus c'est très bien, mais enfin il y a environ 100 fois plus de personnes qui prennent le métro que de bus. Enfin je ne connais pas les proportions, mais ça n'a rien à voir. Et en plus, on sait bien que parfois, les bus n'arrivent pas à prendre des personnes handicapées, etc., par rapport au stationnement près du trottoir, etc. Tiens, je vous donne un exemple. À Montparnasse, on est obligé de déplacer la gare routière, que vous voyez, la gare de bus, parce que justement, les bus, parfois, ne peuvent pas, en stationnant, prendre des personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc, ça ne va pas du tout. Alors, je sais que c'est coûteux, que c'est difficile, etc., mais et je sais que pour avoir eu des entretiens avec certains présidents de la RATP, qui ont évalué ça à un coût d'environ 2 milliards, évidemment, c'est peut-être la somme, c'est énorme, mais je ne vois aucun effort, rien, réalisé par les RATP sur le dispositif existant. Alors bien sûr, c'est facile de dire, sur le métro du Grand Paris Express, sur les nouvelles lignes, on va le faire, évidemment, encore heureux. C'est même pas la peine de le dire, tellement c'est évident. Mais vous ne faites rien du tout pour aménager l'accessibilité des lignes existantes, obligeant beaucoup de personnes à rester chez elles, soit parce qu'elles marchent mal. Il n'y a pas que les fauteuils roulants d'ailleurs, hein, les personnes qui marchent mal, il y a aussi les familles avec poussettes, etc. Enfin bref. Non, ça c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Oui, s'il y a encore des questions, ce sera peut-être la dernière. Oui, alors moi, c'est l'occasion peut-être effectivement sur les problèmes de RATP d'exprimer le point de vue des usagers. Moi, quelque chose qui me choque beaucoup, parce que je n'ai pas de voiture, donc je n'utilise que les transports en commun, c'est l'extrême saleté du métro. Je voyage énormément. Je crois que le métro de Paris est peut-être le plus sale du monde. Celui de Londres, qui a quand même qui était réputé, est quand même beaucoup plus propre. Celui du Caire, qui est un pays sous-développé, est plus propre. Celui de Mexico.
Et en fait, je m'interroge pour deux choses. D'abord, parce que je trouve que c'est un mépris de nous, en tant que citoyens. Je ne sais plus quel ministre, on lui a demandé le prix d'un ticket de métro, elle ne le connaissait même pas, elle avait dit 4,80 €. Donc je pense que les politiques ne prennent jamais le métro, ou le RER, c'est terrible. Et je dirais, moi, ce qui me gêne, bon, l'affluence, ok, on sait que ça augmente, mais c'est l'odeur de pisse, excusez-moi, Gare de Lyon, vous arrivez, et je pense qu'un seau d'eau de Javel, ça coûte pas très cher, une heure de femme de ménage, ça coûte pas très cher, il y a à certaines stations République, il y a des moutons, enfin, vraiment, le ménage n'est pas fait du tout. Alors, il y a des lignes, effectivement, nous, on est gâtés, la ligne 10, Ségur-Boulogne, ça va, la ligne 6, ça va, mais il y a aussi un problème de, je sais pas, République, c'est sale, et je pense que c'est vraiment un mépris de nous en tant qu'usagers, ça c'est une chose. Et la deuxième question, c'était, bon, moi je n'ai pas de voiture, et c'est aussi un choix politique, citoyen et écologique, donc j'utilise mes jambes et les transports en commun. Dans beaucoup de pays, il y a plusieurs solutions de transport en commun. C'est-à-dire qu'à Paris, nous avons les bus, qui sont lents, bon, c'est pas mal, quand j'ai ma vieille maman, et les métros, qui sont rapides, mais cradingues et surbondés. Il y a d'autres possibilités qui sont, par exemple, des minibus. Alors, la mairie du 15e a mis en place des minibus pour des navettes. Les minibus, c'est très pratique parce que petit A, ça marche aussi vite et ça se faufile aussi bien qu'une voiture. Ça prend 10 personnes. Donc ça, ce sont des solutions alternatives. Ça veut dire qu'à la limite, on peut doubler une ligne avec un minibus. Deuxièmement, quid des taxis collectifs? Il y a des pays, par exemple, tous les pays d'Afrique, du tiers-monde, il y a des taxis collectifs. Ça veut dire que je suis ici à Cambronne, je veux aller au Châtelet, je vois un taxi qui a 2 personnes dedans, je lui crie Châtelet. Si le métro de Cambronne, si le taxi de Cambronne va à la gare du Nord, il va me déposer et je vais te payer 5 €, vous voyez? Donc ça, c'est un autre débat sur les transports en commun. Mais je crois qu'il n'y a aucune réflexion de la part de la mairie de Paris de transport alternatif, parce qu'on nous dit ne prenez pas la voiture, c'est vrai, on ne la prend pas, mais il n'y a pas que le métro ou le bus. Voilà, j'étais un peu longue, je suis désolée, mais on a rarement l'occasion de s'exprimer. Merci. D'accord, oui. Le micro. Pardon. Je voulais simplement rajouter que la navette du 15e, elle a un circuit extrêmement réduit pour moi. Moi, j'habite tout près de Ségur et de Cambronne et de Sèvres-le-Cours. Je ne peux pas la prendre parce que c'est pas dans mon circuit. Oui. Elle passe beaucoup plus vers l'extérieur. D'accord. Je l'ai vue une fois ou deux passer tout près de chez moi. Mais... Le maire va vous répondre. Oui, peut-être il y a plus de réponses à faire du côté des RATP sur la propreté, etc. Ce que je peux dire sur ce qu'on appelle la traverse, c'est que c'est un dispositif municipal, effectivement, qui existe dans quelques arrondissements, mais qui consiste justement à être implanté sur les secteurs où il n'y a pas de desserte de bus, de lignes de bus, vous voyez, c'est pour combler les trous dans le dispositif en quelque sorte. Ce sont des lignes qui ne peuvent pas faire plus de 8 km. C'est comme ça parce que sinon c'était plus opérationnel. Donc c'est des petits circuits avec des minibus électriques. D'ailleurs, en l'occurrence, il y a eu un appel à projet, enfin un appel à candidature. C'est pas les RATP qui a remporté. Je suis désolé pour elle, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est pas les RATP qui a remporté le marché. Ce sont les cars Dominique. Ça s'appelle les cars Dominique, enfin peu importe, qui étaient candidats là-dessus et qui depuis maintenant 2015 à peu près ont équipé cette ligne. Il y a un certain nombre de modifications de trajets, effectivement, vous avez raison de le dire, que nous avons fait, parce qu'on a des comités de concertation, etc. C'est plus facile de modifier ce genre de ligne que les lignes de RATP. Elles sont moins longues. Donc nous avons un peu modifié la boucle en fonction des demandes, des riverains, etc. Mais c'est une petite boucle et uniquement pour combler les failles dans le dispositif de bus. Et on n'en a qu'une, parce que ça coûte un peu plus d'1 million d'euros de fonctionnement par an quand même. Hein. C'est quelque chose d'assez coûteux, finalement, mais c'est très très utile, effectivement. Nous, ce qu'on voulait, c'était en fait, comme quand la RATP a créé le tramway, il y a eu une très longue distance entre Porte de Versailles et le boulevard Lefebvre, si vous voulez. Alors qu'avant, il y avait un arrêt dans la ligne de PC numéro 1, qui était supprimé. Donc aussi, ça fait beaucoup de trajets. Et il n'y avait pas non plus de dessert dans la rue Olivier de Serres, alors que nous avons créé avec le village Saint-Michel, enfin plusieurs centaines de logements, des entités, une unité gériatrie, enfin bref. Donc le but, c'était de relier le centre du 15e, en gros vers la mairie du 15e, au boulevard extérieur, quoi. C'était un peu ça la boucle, quoi. Mais voilà, plus la boucle est longue, moins elle est utilisée. Donc
C'est 8 km maximum, et donc là, ça doit les faire à peu près. Maintenant, je laisse la RATP répondre pour ce qui la concerne. Oui, il y avait une question en effet concernant la propreté sur le réseau parisien. Je vais vous répondre, mais simplement vous rappeler qu'en effet nous avons un réseau parisien qui a plus de 100 ans. J'entendais un certain nombre d'exemples qui étaient cités sur d'autres réseaux. C'est plus de 300 stations, c'est au total plus de 16 lignes, et c'est par jour 10 millions de voyageurs. Donc là après, si on comparait sur d'autres types de réseaux qui ont comme nous 10 millions de voyageurs, mais pour autant, nous avons dans chaque station un agent qui est là du matin, là de 5h30 du matin jusqu'à 1h du matin. C'est par cycle. Ces agents font de toute façon dans leur travail ce que nous on appelle une tournée à chaque service également pour signaler à ce moment-là de la malpropreté. Nous avons également dans chaque station aussi ce qu'on appelle des circuits de prestataires en termes de nettoyage qui sont là et qui interviennent à chaque fois le matin et l'après-midi. Donc vous ne le voyez pas, mais pour autant, quand vous arrivez le matin dans les stations, si vous arrivez à 5h30, 6h, les stations, elles sont propres. Il repasse après l'après-midi à ce moment-là et il recommence à nouveau. Ce qui fait que quand vous revenez le soir à 17h, vous avez l'impression, quand vous êtes arrivé le matin à 8h, à 17h, d'avoir le même résultat. Et pour autant, là-dessus, les stations, elles sont nettoyées. Il y a également ensuite, après, d'autres critères. Bon, sans rentrer dans les pressions, mais on parle d'eau de Javel. L'eau de Javel, par exemple, nous n'avons pas le droit de l'émettre. Nous sommes dans un espace qui accueille du public. On a également un certain nombre de points de vigilance également à prendre. Par ailleurs, également, lorsqu'il y a un signalement, et on en fait des milliers de signalements par jour, soit vomi et autres, etc. Dans ces cas-là, nous avons signé une convention avec les prestataires où ils doivent intervenir, je ne sais pas si dans 30 minutes ou 1 heure, mais ils interviennent de façon systématique. Nous faisons également des contrôles inopinés régulièrement avec ces prestataires et s'ils n'assurent pas la qualité de service attendue à ce moment-là, il y a des pénalités qui sont mises également. Et puis, je disais que c'est un réseau très ancien, donc il y a nécessité au-delà du simple nettoyage à faire. On voit bien qu'il faut raviver ces stations. On voit bien au niveau du carrelage, on le voit au niveau du sol, au niveau de l'éclairage. Et donc nous avons mis en place maintenant, il y a une dizaine d'années, sur le métro, et nous le faisons aussi sur le RER. Là, j'entendais parler d'étoiles qui devraient très prochainement aussi être mis dans ce cadre-là. Mais vous pouvez le voir sur la mode Piquet-Grenelle, actuellement nous le faisons. Ce que nous appelons du renouveau, c'est-à-dire que nous allons remplacer le carrelage qui peut avoir également, nous allons remplacer l'éclairage. Il faut savoir que vous avez un réseau où il y a entièrement du LED maintenant. Nous allons faire de la peinture, etc. Ce que nous appelons raviver au fur et à mesure. Et enfin, nous avons des très très grosses opérations où là nous devons fermer des stations pendant plusieurs semaines parfois, où nous faisons la totalité de cette station à nouveau. Voilà. Mais bon, ça ne répondra pas totalement à vos attentes, mais sachez que la RATP est entièrement mobilisée sur ces aspects qui nous semblent extrêmement importants. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a... Oui, le micro, monsieur. Je parle à sucre assez fort. Merci, monsieur. Simplement parler aussi des wagons. Il y a quelque chose qui est écœurant, ce sont les sièges. Ils sont crasseux, il y a tout ce que vous voulez dessus. Dans le temps, il y avait des sièges en bois, au moins ils avaient cette particularité d'être propres. Là, franchement, c'est vraiment écœurant. S'asseoir là-dessus, c'est... Voilà. J'ai oublié de le préciser également, nous avons la ligne 8 et que depuis maintenant 2 ans, là aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, nous avons des prestataires à l'intérieur des rames également qui nettoient aussi à l'intérieur aussi de ces rames. Oui, encore une dernière question. Moi, c'est pas une question, mais simplement, j'ai été opéré pendant plusieurs semaines. J'ai circulé avec des béquilles. Certes, je n'ai pas pris le métro, mais je voulais remercier la RATP Bus parce que quasiment systématiquement, les chauffeurs de bus attendaient que je sois assis avant de démarrer. Eh bien, chapeau. Donc, on finit sur une note positive. Merci beaucoup. Le maire veut dire un mot. Oui, non, c'est juste en conclusion, bon voilà, ces travaux sont très impactants, hein, vous l'avez bien compris. On a eu beaucoup de réunions de préparation et de concertation avec la RATP. C'est 1 an et demi de travaux quand même, hein, c'est colossal. Donc le quartier va être un peu sans dessus-dessous. Je demande vraiment à la RATP de faire le maximum pour réduire la durée de ces travaux, pour qu'ils soient le moins nuisants possible, notamment au niveau du bruit, des poussières, etc. Il y ait aussi un dispositif de bus qui fonctionne bien. Alors,
c'est vrai que le dispositif sera meilleur, oui, peut-être plus performant, sera plus performant, puisqu'il est mieux organisé que qu'il y a qu'en 2015, voilà, 2015. Néanmoins, avec le rétrécissement de la place Cambronne, il y a quand même un petit sujet concernant la circulation de ces bus qui va s'ajouter à la circulation générale. Et enfin, les bases vie, surtout celle qui sera place du Panama. La place du Panama, pour le moment, est une place qui n'a de place que le nom, en fait, parce que c'est une espèce de croisement de voies qui, aujourd'hui, peut servir de base vie. Je le signale aussi pour les habitants qu'ensuite, après les travaux, je souhaite réorganiser comme une vraie place de ville et pas simplement une intersection de différentes voies qui est tout à fait difforme, informe, je sais pas comment dire. Voilà, donc il y aura aussi un embellissement de ce secteur ensuite, après les travaux du métro. Bien, je vous remercie pour avoir traité ce premier sujet. Maintenant, nous allons faire le point sur les travaux de réaménagement de la place Cambronne et de ses abords. Donc je laisse la parole à Catherine Libat. C'est Monsieur Passieux. Éric Passieux. Non, c'est pas ça non plus. Oui, je laisse la parole à Madame Catherine Libat, service des aménagements et des grands projets. Pendant que Madame, excusez-moi, je prends la parole pour présenter ce projet, parce que pendant que Madame se prépare, gagnons du temps, ce projet de rénovation de la place Cambronne est à l'initiative de la mairie du 15e, avec l'aide bien sûr totale de la mairie de Paris, et se situe dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste, beaucoup plus ambitieux, qui est la réalisation d'un arc vert structurant en forme de fer à cheval qui traverse le 15e de part en part, qui relie par exemple le parc Brassens au parc Citroën par la petite ceinture ferroviaire transformée en coulée verte, c'est à peu près terminé, qui ensuite arrive sur le parc Citroën qu'on a étendu d'1 hectare d'ailleurs, qui ensuite continue sur les 3 km 2 de berge de la Seine avec la rénovation des 4 ports industriels qui voient leur installation totalement rénovée, et surtout l'aménagement d'une promenade en bord de quai de 6 mètres de large, pavé, éclairé, etc., qui permettra aux promeneurs de pouvoir l'utiliser chaque soir après la fin des activités industrielles vers 17-18 heures et chaque week-end, avec la suppression bien sûr des voitures, du stationnement anarchique, etc. Donc on réorganise tous les quais avec un repas, port de Paris, et ensuite on arrive à Birakem et on remonte par les boulevards de l'enceinte des fermiers généraux, que je souhaite là aussi auquel je souhaite donner un aspect plus de promenade avec de la végétalisation, pacification, l'aménagement de différents équipements, comme par exemple on a un basket street, mais il y aura des jeux pour enfants, des choses comme ça. Et la place Cambronne, bien sûr, au milieu, la place centrale va devenir une vraie place et non plus simplement un simple carrefour routier, mais une vraie place avec plus de place justement donnée aux piétons, puisqu'on va élargir les trottoirs, on va y planter une demi-douzaine d'arbres, les traversées pour les piétons seront plus aisées, les voitures seront mieux canalisées, et ensuite, si on remonte ou si on redescend, comme on appelle ça, vers le 14e, avec un premier aménagement, c'est le premier tronçon qui va être refait du boulevard Pasteur et du boulevard de Vaugirard, qui vont être totalement végétalisés.
le terre-plein central notamment, et où la circulation, le stationnement est totalement réorganisé jusqu'à la gare Montparnasse. Voilà. Ben voilà, je le dis de façon très synthétique et très rapide, mais vous voyez, c'est un projet très important d'une espèce de promenade plantée, quoi, qui traverserait tout le 15e et que nous organisons tronçon par tronçon. Donc là, le dernier tronçon à faire, bon, j'ai commencé ça sous ma première mandature. J'espère terminer sous la 3e, mais voilà, par passage. Mais donc le dernier tronçon, c'est le plus compliqué, c'est sûr. Mais merci à la voirie de Paris de nous aider aussi bien techniquement que financièrement, bien sûr, et à vous aussi, les électeurs, puisque une partie du budget est consécutive au vote des budgets participatifs, hein, aussi chaque année, qui permettent d'abonder les budgets permettant cet embellissement, cet aménagement de cette enceinte des fermiers qui n'est qu'une sorte d'autoroute, quoi, finalement, et qui va de ce fait peu à peu se transformer davantage en promenade, même si on maintient la circulation. Merci. Maintenant, si Madame est prête. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le maire. Donc Catherine Liba qui représente la maîtrise d'ouvrage du projet, des travaux de voirie, et moi Benjamin Lemasson, architecte, vous voyez, qui représente la maîtrise d'œuvre technique du projet d'aménagement. De à la fois la place Cambronne, la rue Frémicourt et la partie nord de la place Cambronne, l'avenue Roger Quin. Donc, juste vous interrompre une minute, j'ai oublié, c'est aussi cette petite trame verte perpendiculaire au grand projet que j'évoquais. Alors on en fait de temps en temps, hein, là où on le peut. Là, il s'agit de faire une trame verte qui part de l'avenue Lovendal, qui va être rétrécie parce que c'est une chaussée très très large. Il n'y a pas beaucoup de circulation là du côté 15e, c'est 7e non plus d'ailleurs. Ça rétrécit au profit de l'élargissement des deux squares Garibaldi et puis l'autre et Cambronne d'ailleurs. Arrivant sur la place Cambronne, avec la végétalisation et la réalisation, et ensuite Frémicourt, qui est une rue martyrisée, hein, par des années de travaux pour la construction d'un parking souterrain de 200 places, que nous souhaitions aussi. Enfin bref, il y a quand même 200 places de stationnement qui sont offertes là en résidentiel. Cette rue Frémicourt avec la plantation d'une quinzaine d'arbres, ce sera une rue arborée. Et ça, on essaie de le faire le plus possible dans le 15e, alors qu'elle n'est pas du tout, comme vous le savez. Et puis aussi avec un revêtement bitumineux révolutionnaire, vous allez en parler, je pense. Donc, bon, voilà, je m'arrête là. Donc, je vais vous présenter un bref rappel, parce que certains peut-être connaissent déjà les projets de ces espaces-là. Et puis, on parlera également des travaux en cours, et notamment du planning. Catherine vous fera un petit zoom à la fin de la présentation. Donc en ce qui concerne la rue Frémicourt, donc un bref rappel. Donc la rue Frémicourt, avant les travaux, c'était ces images-là, c'est-à-dire à la fois une rue avec des trottoirs très étroits et une très large chaussée circulée, avec 2 fils de circulation et du stationnement en épi, en bataille de part et d'autre. Donc le projet, en fait, consiste en effet en élargissement des trottoirs de part et d'autre et du maintien d'une file de circulation dans chaque sens, ainsi qu'une réorganisation des livraisons, des places de transport de fond, du stationnement vélo et une partie de stationnement moto et une partie de stationnement qui est maintenue, et la plantation en effet de 15 arbres sur le trottoir, on va dire nord-ouest, puisque c'était l'emplacement qui nous était permis compte tenu du sous-sol en réseau. C'est un travail qui a été fait au fur et à mesure, de façon itérative, pour pouvoir planter ces arbres avec des interdistances suffisantes, c'est-à-dire de l'ordre d'une dizaine de mètres, donc des arbres de moyen développement qui permettront de bien se développer. Donc d'ailleurs, ça c'est une image du projet tel qu'il pourrait être réalisé in fine. Donc ces 15 arbres d'ailleurs vont être plantés à la mi-décembre, puisque en février. Bon, je pensais que c'était à partir de la mi-décembre. Je pense que c'est une question de pépinière. En tout cas, les fosses d'arbres telles que l'on les avait prévues, c'est-à-dire sont bien prévues. On va planter bien, en effet, ces 15 arbres, parce que parfois on a quelques surprises vis-à-vis des réseaux. Là, c'est pas le cas. Donc je passe assez rapidement sur les plans, puisqu'on pourra y revenir si vous avez des questions sur des adresses en particulier ou des points particuliers.
Voilà, le traitement sera donc les trottoirs seront réalisés donc sont déjà en partie réalisés avec des bordures, on va dire des matériaux traditionnels parisiens, bordures en granit, trottoirs en asphalte, des pieds d'arbres en stabilisé avec des protections adéquates, notamment pour le collet des arbres et le corset des arbres, le tronc des arbres. Là également, pardon, je suis allé un peu vite, excusez-moi. Également, l'éclairage public va être rénové, c'est déjà le cas, à la fois des mâts d'éclairage et une partie qui est en applique en façade rue Frémicourt en substitution en fait de l'ancien éclairage qui était vétuste et qui était obsolète, donc pour des sources lumineuses en blanc chaud et bien sûr avec une consommation électrique réduite puisque des sources LED. Voilà quelques images du chantier en cours. Donc on a réalisé déjà en infrastructure les 2 trottoirs de part et d'autre. Une partie de l'éclairage public est finalisée, n'est pas encore mise en service puisqu'il y a encore quelques raccordements de coffrets électriques et d'essais qui doivent être réalisés. Les fosses d'arbres, comme je l'ai dit, ont été toutes réalisées. C'est-à-dire les fosses d'arbres, c'est pas seulement ce que l'on voit en surface, mais également c'est en sous-sol, des fosses d'arbres qui font de l'ordre de 27 mètres cubes de terre, donc qui vont permettre en effet le développement des arbres tels qu'on les imaginé, tel qu'il a été montré sur les visuels. Il y a également en effet l'enrobé qui a été réalisé. La ville de Paris a en fait accompagné en fait de l'entreprise Colas et de Bruit Paris expérimente en fait des enrobés innovants, c'est-à-dire qui sont innovants pour en fait limiter les aspects phoniques donc par rapport au roulement des véhicules. Et également sur l'aspect thermique qui est lié en fait à une minimisation, essayer de minimiser l'effet d'îlot de chaleur à travers en effet des granulats qui sont suffisamment un peu plus clairs pour ces enrobés. Donc ça a été mis en place il y a pratiquement un mois maintenant. Donc je pense que vous en avez déjà constaté quelques effets, en tout cas sur l'aspect sonore. Et donc cette expérimentation va être testée sur un nombre d'années suffisant pour voir en effet les bénéfices entre les enrobés traditionnels et ces enrobés phoniques et minimiser les îlots de chaleur. Ce qui va aussi minimiser aussi l'effet de chaleur sur la rue Frémicourt, puisqu'avant elle était entièrement une grande surface de bitume sur pratiquement la totalité de la largeur. C'est également l'implantation des arbres, les matériaux relativement clairs. Donc les arbres plus cet enrobé spécifique apportera sans doute une qualité on va dire et minimiser ces effets d'îlots de chaleur qui sont de plus en plus importants désormais dans les villes. Pour la place Cambronne, rapidement, donc la place Cambronne, il s'agit à la fois du raménagement de toute la partie sud, avec sa liaison avec la rue Frémicourt, le boulevard de Grenelle, la rue Cambronne et la rue Croix-Nivert, mais également la partie nord, dont on a parlé, en fait la continuité de l'avenue de Lovendal, qui s'appelle à cet endroit-là l'avenue Roger Quin, et l'objectif de rassembler, en tout cas d'essayer de rapprocher le plus possible les 2 squares de part et d'autre de cette avenue Roger Quin. Ça c'est des photos avant le chantier, où on voit qu'on avait en effet une surface de zone de circulation relativement importante, enfin très importante, avec une organisation de la circulation qui n'était pas organisée, puisque on avait à la fois du stationnement en double fil et un système de giratoire ou de rond-point qui ne fonctionnait pas toujours très bien. Une qualité quand même de pavage préexistant que l'on perçoit et qui sera conservé en partie sur la place. Donc ça c'était un plan avant les travaux. Voilà le projet. Ça c'est un plan du projet où l'objectif était de souligner, de retrouver en fait la géométrie en circulaire, en fait en demi-lune, en demi-cercle de la partie sud, en réorganisant les traversées piétonnes dans cette géométrie, beaucoup plus large, de l'ordre de 6 mètres de large, avec, donc, en confirmant, pardon, excusez-moi, ça va un peu vite,
on le voit donc sur cette image, à la fois donc de confirmer la couronne végétale dans la partie sud, c'est-à-dire en complétant les quelques arbres qui forment cette couronne végétale de la demi-lune, de bien entendu augmenter les trottoirs qui vont permettre aux terrasses de ne pas encombrer, je dirais, ou de ne pas gêner les cheminements piétons. Et puis la couronne qu'on voit, qui est représentée par les petits pointillés en rouge, pardon, qui correspond au cheminement des traversées piétonnes, qui seront beaucoup plus continues d'un point à l'autre. Voilà en fait une image de photomontage de ce que ça pourrait donner. Donc vous voyez complètement à droite de l'image les terrasses qui, elles, voilà, ne gênent plus les cheminements piétons, pourront d'ailleurs se développer un peu plus qu'aujourd'hui, enfin, bien entendu dans les limites des autorisations d'urbanisme. Les larges passages piétons qui vont être en continuité et lisibles chacun les uns par rapport aux autres, donc permettant une promenade et une traversée plus rapide de la place et en tout confort et en toute sécurité. Les feux, bien entendu, sont maintenus, vont être réorganisés et optimisés par rapport au système de feu actuel pour fluidifier davantage la circulation. Et puis les pistes cyclables qui seront en effet légèrement donc, après le trottoir sur un revêtement confortable mais protégé par rapport au reste de la circulation. Donc ça, c'est une image des traversées piétonnes avant. C'était le plan. On voyait que c'était un peu le parcours du combattant notamment pour la partie sud de la place, mais également pour la traversée. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins parlé de la partie nord, mais on voit le projet là tel qu'il serait réalisé. Donc on va rassembler davantage les traversées piétonnes vers le centre de la place, ce qui va permettre d'avoir notamment des tracés directs en effet entre la partie nord et la partie sud, alors que anciennement c'était plutôt des chicanes. On va améliorer également la partie du centre-place en prévoyant donc un dallage qui est d'ailleurs déjà réalisé sur le centre-place, qui va permettre de l'éclaircir, et également d'avoir une trace beaucoup plus directe dans la partie nord en liaison avec l'avenue Roger-Quin. Les pistes cyclables donc, sont l'objectif étant puisqu'elles existent déjà sur les boulevards Garibaldi et Grenelle, de les rapprocher le plus possible, de les connecter le plus possible vis-à-vis de la place, et d'avoir, on va dire, un ceinturage possible et confortable de 2 mètres de large sur la totalité de la périphérie de la place, et de façon protégée autant que ça soit possible compte tenu de la géométrie de la place. Voilà ce que l'on gagne en mètres carrés, on va dire, de surface de piéton, donc de trottoir, hein, donc de plus de 1000 mètres carrés par rapport à la chaussée. Mais on a également regardé la question des gyrations, le bus, la question notamment du bus qui passe par là, et les bus qui vont également augmenter à l'avenir, la circulation. Et déjà, ce qu'on constate parmi les emprises chantiers qui occupent déjà la moitié de la place, on voit que la circulation, mis à part la question des feux, mais qui pour l'instant n'est pas optimum puisqu'elle n'est pas en situation définitive, on a des gyrations qui sont correctes, en tout cas, qui ne posent pas de difficultés pour les mouvements tournants. Je passe sur les différents Attendez, excusez-moi. Sur ce qui va être complété en stationnement. On va attendre la fin de l'exposé pour poser les questions ou réagir. Oui, mais je vais répondre à vos questions. On verra à la fin. Plaisir. Vous serez interrogé. L'éclairage public va être maintenant rénové à l'image de ce qui avait été sur Frémico, avec de nouvelles gammes d'éclairage, donc rénové, avec une consommation électrique moindre, et avec un blanc chaud beaucoup plus confortable pour l'éclairement global, le niveau d'éclairement de la place et son confort visuel. Également une illumination complémentaire qui va être proposée, qui est un peu la troisième phase de la place, la troisième façade de la place. C'est le métro aérien qui plus est sera en plus rénové par la suite par la RATP, avec une illumination qui est relativement discrète mais qui peut mettre en valeur l'ouvrage, à la fois sa structure. On a fait quelques essais lumière que vous voyez sur ces images avec la RATP, à la fois l'éclairage de l'ouvrage sur ses côtés et le blason, également le blason qui serait
éclairé par un troisième projecteur. Cette illumination sur les deux côtés de la place, à la fois au sud comme au nord, côté Lovendal, Roger Quin. Voilà quelques images du chantier, mais on reviendra dessus, bien entendu, par rapport aux conditions de travaux et de circulation pendant le chantier. En ce qui concerne l'avenue Roger Quin, donc on va dire continuité de l'avenue de Lovendal, anciennement c'est une photo toujours actuelle, puisque on n'est pas encore intervenu sur cette zone pour le chantier. Donc une large chaussée avec presque 3 fils de circulation et un peu de stationnement et voilà, des terre-pleins de part et d'autre d'arbres, assez dégradés en tout cas, qui méritent d'être rénovés, qui méritaient d'être rénovés. Voilà, bon, je passe rapidement sur l'état, c'était la constatation du diagnostic, mais qui est planté et qui est pris donc, entre les deux squares. Donc l'objectif, un des objectifs donc, municipaux était, et qui avait été souligné, c'était d'essayer de rapprocher le plus possible les deux squares, en tout cas de prévoir une continuité, de trouver des continuités végétales et des continuités piétonnes entre les deux. Donc le projet consiste en fait à venir étendre des promenades piétonnes de part et d'autre végétalisées au pied des lignes d'arbres préexistantes, à l'instar des images qui sont sur la gauche, d'y installer en fait un aménagement du type promenade urbaine végétale, mais donc avec quelques bancs. On en profite pour rénover également l'éclairage public. Donc il s'agit de végétaux avec une strate relativement basse. On voit cette image de photomontage de ce que ça pourra donner. On aura à la fois une strate de végétaux un peu plus haute au niveau des squares, et au niveau des grilles des squares, comme une continuité, on va dire, végétale possible, comme si on aurait une impression de continuité du square au-delà des grilles actuelles. Et puis la bande plantée qui, elle, se rapprochera de la chaussée au pied de la deuxième ligne d'arbres. Côté chaussée, il est prévu des continuités cyclables, donc des pistes cyclables protégées par des séparateurs, et le maintien d'une file de circulation dans chaque sens pour les véhicules, avec des traversées piétonnes qui vont être raccourcies légèrement, beaucoup plus en sécurité qu'aujourd'hui, avec des vrais refuges piétons dans l'axe de ces passages piétons, ce qui n'est pas le cas pour l'une des deux traversées piétonnes. Voilà, je passe rapidement les pistes cyclables protégées avec séparateurs de part et d'autre de la chaussée. Voilà, je passe la parole à Catherine sur la question du chantier, du planning, et après on pourra répondre à toutes vos questions. Bonsoir. Cette opération, la durée de cette opération était prévue pour 12 mois. Donc elle avait commencé mi-mai, donc elle terminera mi-mai 2019. Alors, comme vous pouvez le constater, donc en orange, donc ce n'est pas très. Donc c'est tous les aménagements en voirie qui restent à réaliser. Donc sur l'oreille de Cambronne et sur avenue Roger Quin. Et sur la deuxième image, de fin janvier à mars, donc ce sera le reste. Alors la partie bleue, donc, qui n'est pas très visible, donc ce sera les asphaltes de trottoir à réaliser. Et sur la dernière image, en noir, c'est toutes les reprises de chaussées, mais de façon ponctuelle, et les raccordements EPSNT définitifs. Oui, voilà. Oui, et voilà, en dernier. Donc la plantation d'arbres, nous l'avons évoqué tout à l'heure, donc c'est février, sur la rue Frémicourt et les 3 arbres sur la place Cambronne. Et la végétalisation des jardinières, c'est prévu par la DEF avril et mai. Voilà, donc si vous avez des questions. Oui, si vous avez des questions. Oui, j'ai une question sur la protection par les feux des passages piétons. Ce que je constate actuellement, c'est qu'on est très bien protégé des voies entrantes, mais les flux sortants, c'est très compliqué. Alors en effet, pardon, excusez-moi. Voilà, sur ce plan, on voit peut-être mieux. Donc, en effet, c'est une question qui avait été
vu au stade du projet. Donc les passages piétons, vous voyez, vont être légèrement donc déplacés, donc rapprochés beaucoup plus du centre-place. Donc ce qui laissera un temps d'ailleurs pour les piétons plus important, plus facile pour traverser. Ça, c'était le premier point. Et on a équipé également de feux, on va dire, directionnels ou de feux de sortie une fois que les véhicules sont dans le carrefour. Donc vous avez notamment cette ligne de feu que l'on a maintenue, qui existe, hein, avec la rue du Laos. Mais on propose une seconde ligne également de feu ici, dans la même on va dire, même objectif. On a également ici des feux de sortie par rapport à ce très large passage piéton. Aujourd'hui, c'est un petit passage piéton, ça va devenir un très large passage piéton, légèrement d'ailleurs en trapèze, puisque compte tenu des flux qu'on a constatés sur le terrain. Donc ces lignes de feu, et bien entendu, les passages piétons qui sont au centre-place seront équipés tous également de feux. Donc les lignes de feu directionnelles plus les feux de sortie, plus une optimisation des feux dans leur ensemble par rapport à la situation actuelle, devrait nettement améliorer la question de ces feux de sortie. Aujourd'hui, il y a des vitesses, anciennement, il y avait des vitesses importantes parce que les véhicules avaient la place. Ils auront un peu moins de place pour ces mouvements directs et ces vitesses. Et les feux qui viendront compléter le dispositif à l'intérieur. Je voulais dire d'abord deux choses. Je voulais dire que avant de développer les voies cyclables, j'aurais aimé qu'on fasse de l'éducation des cyclistes, parce que j'ai déjà été renversé d'une manière gravissime, boulevard Garibaldi. Je vous le dis. Je suis resté 25 minutes par terre. J'ai cru que je ne me relèverais pas. Bon, c'est passé, vous me voyez, je n'ai pas de séquelles, mais ça a été dramatique. Hein. Et la deuxième chose que je voulais dire, je ne suis pas comme madame. Moi, j'ai quelquefois d'énormes difficultés pour pouvoir marcher, pour prendre le bus, le métro, les escaliers. Et je prends quelquefois ma voiture. Et j'arrive par la rue Cambronne et je veux aller boulevard... pas boulevard Garibaldi, je veux tourner à gauche dans le grand boulevard, la boulevard... boulevard de Grenelle. C'est impossible. Il y a les voitures qui arrivent, il y a les trois feux de Frémicourt, de l'autre rue de la Croix-Niver qui arrivent, et les gens ne vous laissent pas passer. Je viens de la droite, ils ne vous laissent absolument pas passer. Alors, j'ai vu que vous alliez faire un feu, là, ce qui va être très bien, mais actuellement, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Pardon. S'il vous plaît, quels seront les arbres plantés? Et d'autre part, vous avez parlé de parterres végétalisés. Où seront-ils? Est-ce qu'il y en aura un devant le café rue du Laos, boulevard de Grenelle? Concerne les arbres, moi j'ai pas encore l'essence des arbres, puisque je pense qu'ils ont été en train d'être réservés en pépinière. Ce que je peux vous dire, puisque nos amis de l'ADEF sont pas là, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que donc il s'agit en effet d'arbres qui permettront un développement suffisant, important, donc qui sont entre le moyen et le grand développement. Donc vraisemblablement peut-être une essence un peu différente de celle qui a été mise à avenue Émile Zola, qui est un peu plus en amont, qui a été fait au moment des travaux de la RATP notamment. Et puisque là on est à 5,50 m des façades, donc on peut avoir des arbres qui soient un peu plus importants. Dès qu'on aura le renseignement concernant l'essence des arbres, bien entendu on vous le procurera l'information. En ce qui concerne la végétalisation de l'avenue Roger Quin, je l'ai un peu déjà dit. Donc il s'agit de bandes plantées avec une végétation, j'essaie de retrouver, l'image. Voilà, donc qui disposeront en fait de systèmes d'arrosage automatique pour l'ensemble de ces plates-bandes, qui seront rattachés d'ailleurs au système d'arrosage du jardin, qui seront entretenus d'ailleurs par les personnels des jardins, donc on peut imaginer que ça soit en bon état. Sachant que d'ailleurs il y a un complément de plantation qui est prévu au niveau du jardin, de rénovation d'une partie des plantations, en complément je dirais de cette opération. Donc
c'est à la fois je pense des essences persistantes pour ce qui est des plates-bandes qui sont les plus exposées aux piétons, notamment là, à droite sur l'image. Et puis sinon, on peut imaginer donc en tout cas des strates différentes avec des coloris de végétaux différents qui agrémenteront voilà. J'ai pas l'ensemble des essences. On aurait pu amener une diapo là. La dernière fois, on avait présenté avec la DEV, mais je m'en excuse. Sur la végétalisation devant le café Loustal. Alors, sur le café Loustal, on n'a pas pu végétaliser parce qu'on a donc sur cette pointe qui est ici, hein, c'est la fameuse pointe. Voilà, sur cette pointe-là, voilà, le petit chinte qui était ici, qui est supprimé. En effet, on a des réseaux concessionnaires qui passent à ces endroits-là, et donc on est le seul endroit où on aurait pu planter un peu, c'est vraiment dans le cheminement ici des piétons. Et donc voilà, ce qui fait qu'on était peu coincé malheureusement par rapport au réseau concessionnaire. Alors on peut imaginer que la terrasse s'étende un petit peu par rapport à la situation actuelle, donc l'emprise sera un peu moins importante. Mais bon, là on a malheureusement en sous-sol qui est assez encombré et qui ne permettait pas de planter. Oui, il y a une question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que, concernant les passages piétons, est-ce qu'il y a-t-il moyen de les surélever un peu, non pas comme un ralentisseur ou un dodane, mais de les surélever un peu afin que les piétons en aient cette visibilité, parce que vraiment c'est un carrefour quand même, c'est une place. Et la deuxième question, je voudrais savoir, est-ce que le marchand de journaux sera plutôt du côté des arbres. Attends, vous êtes parti. Voilà. Le kiosque plutôt. Kiosque à journaux sera du côté de la pharmacie, à côté des arbres ou plutôt de l'autre côté. Je commence par le kiosque. Donc le kiosque, il est ici. Hein, donc il est à peu près au même endroit en fait que préexistant. Il va être légèrement décalé mais pour pas, je dirais, gêner le cheminement piéton qui va être très important ici, puisque c'est le plus important. Et donc il est à peu près dans la situation actuelle d'aujourd'hui, un léger décalage pour éviter ici, parce que lorsqu'il est en position ouverte avec légèrement ses étalages, pour éviter l'encombrement, le conflit vis-à-vis de la terrasse et du cheminement à cet endroit-là. Bon, sachant qu'une grande partie du flux passera de toute façon plutôt au nord du kiosque, donc il devrait... Et l'ouverture du kiosque est côté façade, donc côté comme aujourd'hui en fait. Mais il sera, comme je vous disais, une partie des flux va être quand même beaucoup plus devant. Donc, et on l'a décalé d'1 mètre par rapport à la situation vers le nord pour éviter en effet ces conflits qui avaient été constatés. En ce qui concerne les passages piétons, c'est une image, il me semble, du chantier. Non, on ne le voit pas bien, excusez-moi. Donc on va revenir sur une image. Voilà. En fait, les passages piétons sont tout d'abord beaucoup plus larges que la situation. Un passage piéton à Paris, c'est 4-5 mètres. Là, on est sur 6 mètres de large. Et donc beaucoup plus lisibles, beaucoup plus confortables. Ils sont tous équipés d'abaissement, bien entendu. Ils sont tous abaissés pour être à niveau, avec un système de podotactile, de dalles podotactiles. Vous avez peut-être vu on a commencé à les mettre en place. Donc des dalles podotactiles avec un contraste visuel suffisant vis-à-vis de l'asphalte. En fait, on a des trottoirs qui sont relativement abaissés. Et donc on n'aura pas cet effet de pente un peu forte, ou qui peut parfois paraître forte, puisqu'on aura plutôt un effet où la continuité entre la chaussée, on a juste un petit ressaut de 2 cm qui est obligatoire entre la bordure de trottoir et le reste du trottoir. Donc beaucoup plus large, et ils font tous 6 mètres, hein, si vous voulez. Ils sont tous équipés de dalles podotactiles. On a vraiment travaillé pour qu'on ait une qualité de traversée piétonne et de cheminement bien plus, très optimum par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Oui, il y avait des taxis qui stationnaient à côté du kiosque. Maintenant, ils vont exactement. Le taxi représente 5-6 places. On les a rencontré les kiosques. Tu peux enlever.
Voilà. Donc la proposition qui a été vue avec les professionnels de taxi est de les organiser en fait ici, donc rue Cambronne, avec une tête de taxi à cet endroit-là bien visible au niveau de juste un peu avant le feu, de 3 mètres, avec un sas qui permet de dégager le feu. La tête de taxi, on va dire pas loin du kiosque de presse d'ailleurs, avec le nombre de places de taxi, voire même un petit peu plus, et organisées, et qui permettront aux taxis de partir sur la place et de pouvoir faire le tour dans le bon sens par rapport à en général leur circulation. Voilà. Voilà pour les taxis. Oui, n'oubliez pas le micro, madame. On vous entend mal. Oui, monsieur, je voudrais revenir sur 2 points que vous avez indiqués. D'abord, les bus, le sens de gération, très bien. Est-ce que c'est pour ça qu'on commence à voir des bus 80, non plus assoufflés mais réduits? Est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas. Mais je dois vous dire que je suis absolument effondré de ce projet, parce qu'un terre-plein central grand comme ça, ça va être plein de motos. Le circuit des piétons, vous faites fi des boutiques qui sont de l'autre côté, les gens vont longer les boutiques et traverser au ras des maisons, comme ça se passe actuellement. Et c'est vraiment pour moi des travaux, au moment où la mairie de Paris passe à 7 milliards de déficit, des travaux qui sont entre 6 et 7 milliards actuellement, monsieur le maire. Est-ce que c'est vraiment des travaux qui étaient utiles à faire? Il y avait des aménagements, mais de tels travaux, c'est le même type que la rue... non, celle où on a élargi les trottoirs de 22 cm. Et, non. Bon, bref, allez. Non. Celle qui va de la rue du Laos à la rue du... Terminez vite, s'il vous plaît. Où on a élargi de 22 cm et 3 mois de travaux et supprimé une 40aine de places de moto. Alors, non, des places de moto, on supprime des places de moto. C'est absolument génial. D'accord. C'est monsieur le maire qui va vous répondre. Pas seulement d'ailleurs, mais sur le plan général. Moi, je suis extrêmement favorable à ces aménagements, je le dis très clairement. D'ailleurs, ces aménagements ont été voulus par les habitants. Ça fait juste 20 ans qu'on entend parler d'un problème de la place Cambronne et qu'il faut la réaménager, etc. Il y a eu ce qu'on appelle le budget participatif. Si ces crédits ont été obtenus, c'est parce qu'ils ont été votés par les citoyens, par plusieurs milliers d'habitants du 15e, et notamment des riverains, évidemment, puisque, comme vous le savez, le processus du budget participatif, dont on va parler dans un instant, consiste à permettre aux habitants de décider des projets qu'ils veulent pour leur quartier. Le projet de la place Cambronne est arrivé quasiment en premier. C'était ce que voulaient les habitants. Alors, vous n'êtes peut-être pas satisfait, peut-être que sur les modalités, etc., il y a des choses qui ne vous satisfont pas, mais enfin, c'était le projet préféré, si je peux dire, des habitants, notamment du quartier. Deuxièmement, ça va permettre effectivement un meilleur fonctionnement de cette place qui est juste aujourd'hui un carrefour autoroutier en plein cœur de Paris et du 15e, et qui fonctionne très mal, qui est extrêmement dangereux, qui fonctionne, qui est extrêmement dangereux, on en sait quelque chose, du nombre d'accidents, qui fonctionne très mal, qui ne permet pas aux piétons, vous n'êtes peut-être jamais piéton, j'en sais rien, de traverser pour aller du 7e au 15e, des deux côtés du Var de Grenelle, etc. En tout cas, c'est un projet qui est très intéressant. Et moi, je souhaite une chose, contrairement à vous, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de crédit, justement, pour la rénovation de la voirie parisienne, voirie parisienne qui est dans un état désastreux et qu'il faut rénover, réparer en permanence. Là, cette place n'est pas digne d'une ville comme Paris, d'un arrondissement, qui soit le 15e ou le 18e, peu importe. Ce n'est pas digne d'avoir une place comme ça, qui est en plus très mal organisée. En plus, on va planter des arbres, enfin bref, je ne vais pas en rajouter. Je pense qu'il y a eu un très gros travail des services de la voirie qui va aboutir à une entrée du 15e qui sera à la hauteur de ce que peuvent espérer à la fois les habitants qui habitent là et les personnes qui y passent. Alors excusez-moi d'être en total désaccord avec vous, mais je tenais à le dire très clairement. Maintenant, monsieur va peut-être répondre sur les modalités techniques. Donc sur le bus 80, on travaille avec la RATP dans le cadre du chantier, donc on n'a pas eu de retour négatif sur la question du bus. Je crois qu'il y a une partie des bus 80 qui sont en bus articulés, donc qui font 18 mètres et qui posent pas de difficulté de giration sur
sur la place. En tout cas, on n'a pas eu de retour de la RATP. Bon, ils étaient encore là tout à l'heure, mais en tout cas. Et leurs gyrations sont similaires par rapport à la situation préexistante. Voilà, donc il y a un peu moins de place pour les véhicules, mais par rapport à la gyration des bus, ça passe, et y compris en période de chantier, qui est un peu moins favorable parce qu'on a encore nos barrières, nos glissières en béton, etc. En ce qui concerne les motos, en effet, on avait travaillé sur cette question-là. On n'a pas d'abord constaté, il n'y avait pas énormément de motos. Il y a des secteurs du 15e qui sont plus envahis par les motos, un peu moins ici, mais on a prévu, à la demande d'ailleurs de la mairie du 15e, beaucoup plus de places de motos. En fait, c'est toutes les petites zones qui sont en rouge ici, qu'on vient mettre aux amorces. Ici, vous en avez ici, un peu ici rue Frémicourt, également là, et côté ici sur le boulevard. Donc on a essayé de trouver à chaque fois des emplacements qui permettront en effet de compenser, enfin en tout cas les quelques motos qui viennent parfois sur les trottoirs. Donc on a optimisé, c'est un plan avec tout le stationnement, je ne rentre pas dans le détail, des places handicapées également, des aires de livraison, des places pour les vélos, enfin il y a toute une panoplie de fonctions complémentaires. Oui, alors effectivement, par rapport à la place devant le café Loustal, je suis passée l'autre jour, elle s'est beaucoup agrandie. Je comprends qu'on ne peut pas planter des arbres à cause des racines. Alors place Edgar Quinet, ils ont trouvé une solution qui était en fait de planter des arbres dans des bacs qui sont posés. Donc ça pourrait être une solution parce que sinon, effectivement, c'est une très très large place et si elle n'est pas prise par le café, elle sera prise par des vélos, des motos, etc. Non mais bien sûr, dans des bacs, ça c'est peut le bon être une sens. solution. C'est le bon sens, c'est pour ça qu'on a demandé d'avoir la plantation d'arbres. Les services techniques nous ont indiqué malheureusement que, étant donné l'encombrement du sous-sol, on ne peut pas planter des arbres, donc nous avons demandé une végétalisation différente dans des bacs avec des plantations de massifs, enfin oui, bien sûr. Très bien, y a-t-il d'autres questions ? Non ? Alors on va pouvoir... je vous remercie beaucoup. On va pouvoir donc évoquer maintenant le troisième point, le budget participatif. Alors il y a normalement un PowerPoint. Voilà, très bien. Donc, c'est vous qui passez le... Oui, d'accord, très bien. Alors, d'accord. Donc, le budget participatif 2018 représente 5% d'investissement de la municipalité sur toute la mandature, donc 2014-2020. Ça représente 426 millions d'euros pour la réalisation de projets d'investissement d'intérêt général et dans le champ de compétences de la ville. Le budget participatif se décline à deux niveaux. D'abord, le budget participatif parisien. Ce sont des projets qui concernent plusieurs arrondissements. Enfin, le budget participatif d'arrondissement. Ce sont des projets localisés qui concernent un seul arrondissement, en l'occurrence ici le nôtre. Cette année, comme l'an dernier, le budget participatif RATP et celui des bailleurs sociaux ont été reconduits, de même que ceux des écoles, des collèges et des quartiers populaires. L'édition 2018 dans le 15e représente un budget de 5,9 millions d'euros pour l'arrondissement, dont 300 000 euros pour les quartiers populaires, Perrichot, Falguière et Frères Voisins. 193 projets ont été déposés en janvier avec 4 ateliers de co-construction. 115 projets ont été présentés en commission ad hoc en juin et 33 projets ont été présentés au vote. Nous verrons que cela donne 16 projets lauréats. Le budget participatif est un budget qui est toujours très apprécié. 1923 projets ont été déposés cette année à Paris, dont 483 pour le tout Paris.
Le 15e arrondissement est sur le podium, car avec ses 193 projets déposés, le 15e arrondissement est en fait le premier arrondissement en termes de dépôt de projets. Avec 10 329 votants, c'est le 3e arrondissement le plus mobilisé. Le budget participatif propose des projets qui sont déposés par le conseil de quartier. Donc, ont été déposés par le conseil de quartier 3 projets, une armoire à dons au kiosque citoyen, des repères au passage piéton dans le 15e et la mise en lumière du viaduc du métro aérien de la ligne 6. Mais ces projets n'ont pas été retenus pour le vote. Les projets lauréats 2018 pour le 15e arrondissement. La poursuite du réaménagement du quartier Bargues-Falguière, de nouvelles maisons de santé pour le 15e, de nouvelles rues intelligentes dans le 15e, encore plus de fruits et légumes dans le 15e, une nouvelle halle alimentaire dans le 15e, promenons nos seniors, un premier incubateur jeune pour faire vivre leurs idées, sport et loisirs au parc Suzanne Langlaine, musique et mobilier pour la médiathèque Yourcenar, la vitrine de l'innovation, rénover le gymnase sportif Rigoulot, le mur d'escalade de la Croix-Niver rénové, un Fab Lab à l'Ensama, un coup de neuf pour le théâtre de marionnettes, embellir les écoles, des jeux accessibles à tous. Nous voyons qu'aucun projet n'a été retenu pour notre quartier Cambronne-Garibaldi. En revanche, les projets dans notre quartier ont été, pour l'année 2014, trier ses déchets au plus près, cultiver dans les écoles. En 2015, des équipements innovants pour les écoles, réaménagement de la place Cambronne et de ses abords, la phase 1. En 2016, réaménagement de la place Cambronne et de ses abords, la phase 2. Végétaliser les murs et les toits du 15e. Jeux et loisirs dans les parcs et squares du 15e. En 2017, réaménager les boulevards Garibaldi et Grenelle en promenade plantée. Enfin, si vous avez toute question sur le budget participatif, vous voyez donc à l'écran une adresse bp.15e@gmail.com. N'hésitez pas à écrire à cette adresse ou à vous rapprocher de votre conseil de quartier. Il est là ce soir. Donc il y a Valérie Giovannucci, également moi, Françoise Laura Lebeau. N'hésitez pas à nous écrire, à nous solliciter. Nous sommes à votre écoute. Pour terminer, je voudrais vous dire que le prochain conseil de quartier aura lieu en février. Vous serez de toute façon avertis. Et surtout, nous vous attendons très nombreux pour toutes vos réflexions, vos idées. Nous sommes là. Est-ce que vous avez quelque chose à annoncer? Oui. Oui, je voulais revenir sur la propreté et parler des mégots que l'on voit en quantité impressionnante dans nos quartiers. Il y a le métro volontaire où on jette pas mal de mégots et en face, l'arrêt de bus. Alors, vous observez les gens, ils fument en attendant de prendre le bus, jettent leurs mégots et prennent le bus. Il m'est arrivé de dire, il y a des poubelles. Alors, il se trouve qu'il y a un problème et qu'on pourrait peut-être régler, c'est mettre une poubelle plus près de l'arrêt de bus volontaire Vaugirard. Est-ce que ce serait possible? Parce que, évidemment, les gens qui fument sont obligés de parcourir plusieurs mètres pour retrouver la poubelle. Ça, on pourrait le faire. D'autre part, c'est vrai que vous remarquez que rue Lecourbe aussi, rue des volontaires entre la rue de Vaugirard et la rue Lecourbe, il y en a énormément, c'est vraiment, ça devient impossible. Vous savez que les mégots sont très toxiques, ça va dans la Seine, et la Seine, après, ça va dans la mer. Et ça, c'est pas possible de voir un comportement comme ça. Alors je pense que nous, citoyens, nous devrions être mobilisés et on peut faire des réflexions très gentiment. Et il m'est arrivé de le faire. On m'a dit, oh, madame, vous avez raison.
et que la personne après jetait. D'autres au contraire, bon, peu importe, mais il faudrait que les citoyens se mobilisent pour empêcher ce genre de choses. Maintenant, serait-il possible de mettre des petites affichettes au niveau des abribus pour indiquer que n'hésitez pas à déposer, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour que les gens y pensent? Merci. C'est un petit peu délicat. Non. Sur les affichettes, je suis pas certaine qu'on puisse le faire, mais en revanche, j'ai bien noté votre demande pour le bus volontaire Vaugirard. Je signalerai. Non, je pense pas. Ça pollue et ça serait pas autorisé, je pense pas. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, je pense que ça serait... On peut faire la demande, mais je pense que ça va pas être possible, ça. Mais en revanche, je vais faire la demande sur... Ceci dit, oui, effectivement, c'est verbalisé maintenant. Hein. Les jets de mégots sont verbalisés. Il n'y a pas assez de verbalisateurs, mais bon. Puis l'incivilité des gens, malheureusement... Mais vous avez raison. Il faut se mobiliser pour ça. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Oui, vous avez tout à fait raison. En tout cas, j'ai noté votre demande. Je voulais simplement dire que la RATP n'est plus là, mais j'ai beaucoup apprécié en 2014 que les affichages qu'ils faisaient pour expliquer les travaux, ils y ont fait vaguement allusion, mais j'espère que ça sera quelque chose qui se recommencera. Parce qu'ici, on est très gentil, on est venu, mais on n'est vraiment pas représentatif. Et je trouve important que l'ensemble de la population puisse, si elle désire, mieux comprendre ce qui se passe. C'est toujours très agréable. Oui, ils ont dit qu'en termes de communication, elle commencerait exactement la même chose. Et évidemment, il y aura un mail, j'imagine, et un contact. Oui. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus... Non. Oui. Non, alors, puisqu'on est vraiment au niveau des petits problèmes de quartier, moi, j'habite pas loin du Picard de la rue Cambronne. Oui. Devant le Picard, il y a une poubelle qui est tous les matins remplie par les habitants de l'immeuble à côté qui sortent leur poubelle et qui la vident. Et donc, tous les matins, à la poubelle devant Picard, il y a des boîtes de conserve, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. J'ai un jour vu, il y a un gardien, un couple de gardiens dans l'immeuble. J'ai été le voir en lui disant, écoutez, monsieur, les gens sortent de chez vous. Est-ce que vous pourriez leur dire que ce n'est pas une poubelle de ménagère? Il me dit, écoutez, moi je ne veux pas faire la police. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas, puisqu'on parle de déplacer des poubelles, je pense que en fait la poubelle elle est devant Picard, donc elle est à 10 mètres de cet immeuble. Si on supprimait cette poubelle, je ne pense pas que les gens feraient 25 mètres pour déposer la poubelle. Et par rapport à tout ce qui est... vous voyez, les gens font des travaux. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de black ou je sais pas quoi, enfin au black, enfin, et les gens mettent des lavabos, toutes sortes de choses sur le trottoir. Et moi, j'habite depuis 25 ans le quartier. Je remarque une pollution visuelle énorme. Il y a 25 ans, il n'y avait pas ça. Donc, il y a vraiment un manque de civisme croissant. Et est-ce que, alors, on va dire, on peut pas non plus verbaliser, enfin. Et oui, enfin, je sais pas, on voit plus. Avant, on voyait des aubergines qui mettaient des PV. Est-ce que les aubergines pourraient pas verbaliser? Et moi, je dirais devant le Picard, on fait du flagrant délit. On met quelqu'un le matin à 20 € l'amende. La mairie de Paris récupère 300 €. Je veux dire. Oui, mais on peut pas mettre un agent comme ça devant chaque poubelle. Non, mais là, franchement, c'est un problème particulier. Il suffirait de le faire une semaine et les habitants de l'immeuble qui le font seraient vaccinés. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire part de votre remarque à l'adjoint au maire chargé de la propreté qui s'appelle Jean-Yves Pinet, qui est très efficace. Et on va aller rencontrer le gardien et on va aller rencontrer les gens de cet immeuble. Et on va régler le problème. S'il ne se règle pas, je demanderai si éventuellement on peut déplacer ce réceptacle. Voilà. Et sur les dépôts sauvages, normalement, les gens déposent en ligne et il y a un numéro. Et quand il n'y a pas ce numéro, et vous pouvez nous joindre, je vous donnerai ma carte à la fin si vous voulez. Et à ce moment-là, nous, on le signale et on fait remonter l'info et ils les enlèvent assez rapidement. Ça fonctionne bien. Il y a aussi une application qui s'appelle Dans ma rue qui fonctionne très très bien. Voilà. Ouais, qui est très efficace aussi. Voilà, donc il y a des façons de faire pour les dépôts sauvages. Mais si vous voulez, on se retrouve à la fin. Je vais vous laisser faire la... Oui. Oui, monsieur, une petite question, oui. Au sujet du budget participatif, je voulais simplement signaler qu'il était important de ne pas voter n'importe quoi. Parce qu'il y a quelques années, peut-être au tout premier budget participatif, le vote de l'aménagement de plantes grimpantes devant le collège du Hamel, rue des Volontaires.
Ça a été fait avec beaucoup de soin. Il y avait même des pitons sur les murs du collège. Ces plantes n'ont jamais grimpé et à mon grand désarroi, je me suis aperçu que cette année, tout avait été supprimé. Donc c'est un gros gaspillage, un aménagement inutile. Par ailleurs, je voulais revenir, je m'excuse, ils sont partis, sur la place Cambronne. C'est très bien d'élargir les trottoirs, bien que je sois aussi très réservé sur la fluidité de la circulation des voitures. Ça va être pire. Simplement, je voulais dire que c'est très bien pour les piétons d'avoir plus d'espace, mais si c'est pour que les terrasses des cafés, fleuristes et consorts s'agrandissent comme ça dans beaucoup d'autres rues, c'est absolument inutile. Enfin, sur les terrasses, il y a des règles, de toute façon, donc ils vont pas pouvoir s'échapper non plus sur tout le trottoir. Vous avez quelque chose peut-être à dire sur la place Cambronne ? Oui, non, on peut tout à fait dire que les autorisations de terrasse sont tout à fait encadrées maintenant, puisque ces problèmes sont apparus de manière très cruciale, notamment au centre. Enfin, bon, il y avait notamment la rue Montorgueil qui avait fait beaucoup discuter, mais donc il y a une prise de conscience par rapport à la taille des terrasses. Maintenant, il y a des règles avec la direction de l'urbanisme qui autorisent ça. Même bon, s'il y a une pression et qu'il y a aussi des demandes pour, ça participe aussi à la vie de quartier, mais avec mesure. Il y a des terrasses, puis il y a des bacs devant, et puis il y a le menu devant. Oui, non, mais tout ce qu'ils installent, normalement, c'est dans leur périmètre. En fait, c'est quand même très très réglementé, donc de toute façon, c'est quand même assez surveillé les terrasses. Oui, alors on va une petite question. Oui. En ce qui concerne la rue des Volontaires et le collège Georges Duhamel, ça a commencé à devenir très beau parce que vraiment la verdure poussait. Mais il se trouve que le directeur de l'école a demandé que l'on enlève cette verdure parce que elle pouvait servir d'appui pour parcourir le mur. Et c'est dommage parce que c'était très beau. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour mettre un peu de verdure dans cette rue des Volontaires. Parce qu'il n'y en a plus du tout et c'est très laid. Oui. Mais les trottoirs sont assez étroits, donc Bien, on réfléchir. On va clore donc ce conseil de quartier du 20 novembre. Je vous remercie à tous d'être venus et je vous donne rendez-vous en février pour le prochain conseil. Bonne soirée.